nous avons sélectionné 2 livres très différents. Le premier est un plaidoyer pour une époque souvent caricaturée et synonyme d'obscurantisme. Il s'intitule « 10 idées reçues sur le Moyen-Âge ». Il est signé par Martin Aurel, un universitaire poitevin. Le second est un roman historique qui nous conduira dans la conquête de l'Ouest sauvage américain au pays des Apaches et de leur chef emblématique Cochise. La flèche brisée, c'est le titre de l'ouvrage signé Elliott Arnold. Nous commençons cette émission par le livre de Martin Aurel, intitulé donc « 10 idées reçues sur le Moyen-Âge ». Alors Catherine, bonjour d'abord. Bonjour Emmanuel, bonjour Yannick. Bonjour Catherine, bonjour Emmanuel. Bonjour Yannick. Alors Catherine, cet ouvrage a-t-il bousculé quelques-unes de vos idées sur cette époque ? Je vais d'abord parler un tout petit peu de l'auteur, donc Martin Aurel, ce que vous avez dit, qui est d'origine espagnole, naturalisé français. Il est professeur d'histoire médiévale à l'université de Poitiers, après avoir enseigné à la Sorbonne. Il a également été directeur du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale entre 2015 et 2022. Il est surtout spécialiste des Plantagenets et à ce titre, il est l'auteur d'une grande biographie d'Aliénor d'Aquitaine. Alors, estimant que le Moyen-Âge a très mauvaise réputation, il a voulu dans ce livre nous prouver que les idées reçues sur cette période sont erronées. L'adjectif moyenâgeux est d'ailleurs souvent assimilé à obscurantisme, barbarie ou appauvrissement. Donc l'idée de l'auteur, c'est de démonter 10 poncifs enracinés dans l'imaginaire collectif, par exemple le fanatisme, les femmes mal traitées dans la société, l'inculture, la violence, pour n'en citer que quelques-uns. Alors Martin Aurel va enfiler la robe de l'avocat et démontrer avec érudition les idées reçues véhiculées depuis la Renaissance. Alors en préliminaire, peut-être que je vais aller faire une petite leçon d'histoire, je pense qu'il faut rappeler que le Moyen-Âge couvre une très grande période de notre histoire qui s'étend du VIe siècle à la fin du XVe siècle. Il y a 3 périodes. Le Haut Moyen-Âge, qui commence en l'an 476 et qui correspond à la fin du règne du dernier empereur romain d'Occident, à l'an 1000 avec la chute de l'Empire carolingien. Après, il y a le Moyen-Âge central, qui débute autour de l'an 1000 jusqu'au XIVe siècle, période au cours de laquelle les Capétiens entrent en scène, et enfin le Moyen-Âge tardif, XIVe et XVe siècle, au cours de laquelle il y a eu la guerre de 100 ans. Alors j'ai donc lu chacun des 10 chapitres du livre, et j'avoue avoir été un tout petit peu perdue par le style, parce que je trouve qu'il y a une accumulation de dates, d'anecdotes, de citations, et je trouve qu'on perd un peu le fil de la démonstration dans certains chapitres, enfin, à mon goût. Et en plus, moi qui aime les romans... Là, on n'est pas du tout dans le roman. Eh ben non, je n'ai pas rêvé ni vibré à la lecture de ce livre, même si on apprend plein de choses, d'autant que l'érudition de l'auteur est indéniable et que la lecture est facile. Alors la démonstration est quand même tout à fait convaincante et les aspects plus guerriers comme les croisades ont bien sûr leur explication, tout comme l'Inquisition, même si ça reste quelque chose d'assez horrible, mais on en comprend la finalité et surtout c'est remis dans le contexte de l'époque. Alors après, il y a plusieurs... Moi, je dirais que ce qui m'a presque le plus frappé, c'est tout ce qui était invention, toute l'érudition en fait. Effectivement que les femmes n'étaient pas du tout mises au rencard, qu'elles avaient beaucoup de choses... elles apprenaient beaucoup de choses. C'est elles qui alphabétisaient les enfants. C'est... plein de choses. Je ne sais pas si vous avez d'autres... C'est des femmes de pouvoir, c'est des femmes de science, c'est des femmes qu'on n'imaginait pas forcément. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas l'image qu'on donnait du Moyen-Âge. On citera un titre de Garde de Bingen, voilà. Une grande savante qui a fait progresser la science. Oui. Il y a aussi Marie de France, la première écrivaine. Et puis, il y a aussi, effectivement, ce côté responsable dans la maison, quoi. Finalement, c'est elle qui gère les maisons. Oui, par exemple, à l'époque, l'époque, elle est quand même très longue. C'est pour ça que quand on dit à l'époque, j'ai noté qu'il n'y avait pas de dot qui était donnée, mais elle recevait un douéri. C'était de l'argent qui leur revenait à elles et qu'elles avaient en propre et qu'elles utilisaient en propre. Donc, elles étaient quand même assez indépendantes. Et puis après, ça n'a rien à voir, mais c'est peut-être parce que je suis une femme, mais tous les jouets des enfants, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Il y avait des petits berceaux, des dinettes,
Ils ont inventé le bouton. Enfin, c'est assez anecdotique, mais voilà. Bon, ça, c'est vraiment l'anecdote. Il y avait des choses quand même plus intéressantes. Sur la place aussi de l'autre, de l'étranger. Par exemple, les Juifs qui, pendant très longtemps, étaient tout à fait intégrés à la société. Les musulmans aussi, d'une certaine manière. Les musulmans aussi, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui apprenaient l'arabe pour pouvoir traduire leurs textes, parce qu'il y avait quand même des grands penseurs, des grands scientifiques, des grands philosophes. Donc en fait, il y avait un apport de toutes ces personnes extérieures et qui ont foisonné. Voilà. Alors je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Puis il y avait aussi ce qui m'a marqué, c'est l'intégration des handicapés. Handicapés, pardon, pour la liaison, mal à propos. Tout à fait. Et où notamment les lépreux n'étaient pas rejetés, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il y avait aussi les aliénés qui étaient admis dans les hospices, dans les hôpitaux, mais qui n'étaient pas mis à part dans les hôpitaux. On ne les enfermait pas dans c'est ça. Il y avait énormément d'hôtels-dieux tenus à la fois par des laïcs et des religieuses qui accueillaient tout le monde, aussi bien les parturientes que les pauvres, que les malades, et tout le monde était soigné et nourri. Et il y en avait énormément dans toutes les villes. On voit aussi l'évolution du paysage de l'époque, c'est-à-dire que déforestation, alors pas dans le sens péjoratif d'aujourd'hui, mais pour agrandir les surfaces cultivables, donc ce qui a engendré des petits villages. Après, il y a des gens qui sont allés dans les villes, donc il y a vraiment eu toute l'évolution pendant cette période qui explique tout ce qu'on est en fait maintenant, je pense. Et puis les constructions des cathédrales, on peut en parler avec Notre-Dame, mais le gothique... C'est d'époque, on peut en parler. C'est complètement d'époque, et il en parle en disant que c'était la lumière du Moyen-Âge, toutes ces couleurs de pierre, les vitraux avec des couleurs qui éclairaient les églises. Donc voilà. Mais donc c'est très intéressant, franchement. Mais bon, voilà, contrairement à certains ici, moi j'aime bien les romans. Et donc, ça ne m'a pas palpité comme, je vais dire, le livre prochain. Et Yannick? Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. La première raison, c'est que je suis toujours friand de ces livres qui démontent les idées reçues. C'est un peu fatigant d'entendre dans certains domaines des gens, et même des gens réputés intelligents, qui vous lancent des affirmations qu'à l'évidence, ils n'ont pas vérifiées. Alors ça peut être sur les croisades, ça peut être sur l'Inquisition, ça peut être sur l'attitude de Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale, ça peut être sur la misogynie dans l'Église catholique, ça peut être sur l'Opus Dei. Et vous avez donc des personnes qui affirment des choses, on a envie de leur dire, écoute, renseigne-toi d'abord et puis tu reviendras nous en parler. Et donc c'est intéressant de trouver un livre écrit par quelqu'un qui incontestablement est parfaitement compétent dans ce domaine et qui démonte ces idées reçues sur le Moyen-Âge. La deuxième raison, c'est que j'ai trouvé que le discours n'était pas... Vous avez certains universitaires, on a envie de refermer leur livre au bout de 3 pages parce que ça c'est prétentieux, c'est lourd. Là, j'ai trouvé que c'était assez... Oui, c'est vrai. Lisible, léger, et tout en étant dense et en étant documenté. Très bien documenté. Voilà. Et la troisième raison pour laquelle j'ai bien aimé ce livre, c'est que Martin Aurèle ne cherche pas à dissimuler les zones d'ombre de cette époque-là. C'est-à-dire, ce n'est pas un panégyrique du Moyen-Âge, tout était beau, tout était merveilleux, etc. Il met de temps en temps le doigt sur des points qui ne sont pas... Notamment l'Inquisition. Voilà, exactement. L'Inquisition qu'il met sur le dos plutôt des laïcs plutôt que sur la papauté. Notamment, la papauté étant plutôt réticente. Parce que c'était l'État qui voulait garder tout son pouvoir et du coup qui avait peur de tout ce qui était différent. Exactement. De même un peu pour les croisades aussi. J'ai noté aussi que le chapitre sur les croisades qui peut être sujet à caution, pour la défense des croisades, c'est un peu compliqué évidemment, mais là-dessus, il montre bien la part de chacun dans la responsabilité de ces croisades. Dans d'autres ouvrages d'ailleurs, il a dit qu'il n'était pas entièrement d'accord avec les croisades. Donc moi, j'avoue que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Et puis pour l'avoir entendu en parler, d'ailleurs en Mayenne, il est venu en Mayenne à Château-Gontier pour une mini-conférence. Et je trouve très intéressant le sujet et la façon dont il est traité.
Donc, on peut conseiller ce livre pour ceux qui voudraient réviser un peu leurs notions en matière de Moyen-Âge. Oui. Et Ah oui, c'est vraiment très... Enfin, voilà, moi, je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas trouvé que c'était si facile parce que je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de petites citations, de personnes, de dates et tout. Mais je suis d'accord avec Yannick, c'est quand même c'est super intéressant. C'est peut-être le format aussi. Le format, c'est un livre relativement court. Oui. Ouais, peut-être. Et donc, Oui. il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Mais sur la croisade, moi, j'ai beaucoup aimé. Tout le paragraphe sur la croisade, quand ils disent bien qu'ils partaient pas contre, mais pour. Oui. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez beau, en fait, parce Oui. qu'ils y vont vraiment pour le Christ. Et en fait, les croisés, en allant à la croisade, j'ai noté ça, ils expiaient leurs péchés dans les lieux de la passion et de la résurrection du Christ afin de gagner la vie éternelle. Donc il y avait vraiment un but très spirituel. C'était pas du tout d'aller écrabouiller les méchants. C'était vraiment pour une quête spirituelle. Donc voilà, il dit c'est une guerre juste. Le propriétaire lésé recouvre un bien que son adversaire lui a ôté de façon régulière. Bon, après, évidemment, dès qu'on se bat, c'est compliqué. Oui. Oui, et puis il y a eu probablement Oui, bien sûr. toutes sortes de croisés. J'ai bien aimé, vous disiez tout à l'heure, Catherine, vous parliez des hôtels-dieux. Ouais. Il nous dit qu'à cette époque-là, il y a eu jusqu'à une dizaine d'hôtels-dieux dans les villes, ouais. avec une trentaine de personnes Voilà, ouais. pour chaque ville, pour chaque hôtel-dieu. Donc ça montre bien que cette époque-là ne s'est pas détournée des malades et des miséreux, mais au contraire les a pris en compte. D'ailleurs, dans certaines de nos villes, il y a toujours des hôtels-dieux qui datent de cette époque-là et qui s'appellent toujours d'ailleurs hôtels-dieux. Et puis ce qui m'a frappé aussi, mais vous le disiez aussi Catherine, c'est les découvertes techniques qui ont été faites à cette époque-là, qu'on n'imagine pas du tout. Notamment sur les voyages, sur le domaine des... Incroyable, les cartes. Les cartes, Oui. les astrolabes, les Attends, boussoles, Oui, c'est ça. le gouvernail, les boutons de vêtements, Oui. la brouette, Oui. Non, mais c'est des petits trucs comme ça. Des jeux comme les échecs. les cartes à jouer, oui, c'est ça. Les cartes. Bon, j'ai noté Donc, aussi, et ça, on ne s'en plaint pas à notre âge, c'est l'invention des lunettes. Ouais. Ah oui, pour les presbytes. Puis à cette époque-là, la métallurgie qui s'est développée dans les campagnes, et ce qui a permis de fabriquer des faucilles, des bêches, et donc de faciliter le travail des agriculteurs. Des choses qui nous paraissent, le fait qu'à l'époque, on a commencé à séparer les chambres à coucher des cuisines. Alors ça, j'étais un peu étonnée, parce qu'en Bretagne, on dit toujours qu'ils vivent tous dans la même pièce, dans le même lit, avec tous les enfants. Ils sont peut-être en retard par rapport au Moyen-Âge. Comment? Aïe, aïe, aïe. Si on commence à sortir... Les moulins avec des systèmes d'engrenage qui permettaient de transformer la rotation des roues en force horizontale. Oui. Enfin, moi, j'ai trouvé que la médecine, avec des femmes médecins, j'ai trouvé ça. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert dans ce livre-là. Des universités, les universités, des écoles. Oui. Des écoles. Non, il y avait énormément de... Et puis Martin Aurèle dit très justement, quand dans son chapitre sur la violence, alors c'est vrai que c'était probablement pas une époque qui était particulièrement tendre, mais il attire notre attention sur le fait qu'à l'époque, l'État n'avait pas encore installé son pouvoir judiciaire. Voilà. Et que donc les gens étaient plus ou moins obligés de se faire justice eux-mêmes, ce qui peut expliquer des choses qui... Bon. Et puis je serais tenté de dire, comme j'ai mauvais esprit, que notre époque ne devrait pas... notre époque ne devrait pas se permettre de faire des reproches au Moyen-Âge sur ce point-là, parce que je pense que la violence aujourd'hui ne manque pas dans notre société, dans nos sociétés. Oui, puis là, et surtout, il dit que finalement, la violence était quand même était pas si abominable que ça, parce qu'il y avait un espèce de code, notamment avec la chevalerie. Oui. Donc, il y avait un code et qu'il n'y avait pas tant de massacres. Alors, il y a eu des guerres, je ne sais plus ici, une ou deux guerres où il y a eu vraiment des gros massacres, mais sinon, globalement, non. Et puis surtout, il y avait des armures, ils étaient très protégés. Donc, il n'y a pas tant de morts que ça, même sur les champs de bataille. C'est qu'après, quand il y a eu des gens à pied, là, ça a été plus compliqué. C'est ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, les chefs payaient leurs soldats.
Et donc, il n'avait pas intérêt à ce qu'il soit massacré. Et en fait, les grands massacres, ils ont commencé après la conscription, après la fin de l'Ancien Régime, quand on a commencé à mettre des milliers, des dizaines de milliers de personnes à pied. Et là, on ne s'est pas gêné pour les canarder. Comme quoi, le mauvais esprit ne dure jamais longtemps. Et nous allons pouvoir clore, si vous le voulez bien, ce premier chapitre en nous offrant une pause musicale. Et pour rester dans l'ambiance de ce Moyen-Âge pas si obscur que cela, une petite pause avec la quinte Estampille Réal par l'ensemble Aélis. Après cette quinte, partons à brides abattues sur la piste de la conquête de l'Ouest avec La Flèche brisée d'Elliot Arnold, un roman historique sorti en 1947 et qui vient d'être réédité aux éditions du Rocher dans la collection Nuages rouges. Yannick va nous dire si le western est le Moyen-Âge des États-Unis d'Amérique. Alors, deux mots de l'auteur d'abord. Elliot Arnold, c'est un Américain. Il est né en 1912 à New York et c'est là qu'il est mort également en 1980. J'ai noté simplement qu'il avait épousé une actrice de cinéma dont il sera le 4e et dernier mari. Et ils ont divorcé d'ailleurs quelques années, 10 ans après leur mariage. Bon, ce monsieur a fait partie de l'US Air Force, il a été journaliste, romancier, scénariste. Il a écrit une trentaine de livres. Plusieurs de ces livres ont été portés à l'écran. Et en particulier, donc, ce livre dont nous allons parler, qui était titré à l'origine Blood Brothers, c'est-à-dire les frères de sang. Et en fait, il a été porté à l'écran sous le titre La Flèche brisée. Et c'est ce titre de La Flèche brisée que le roman a ensuite conservé. Le film est sorti, le livre avait été écrit en 1947 et le film est sorti en 1950, avec des grands acteurs comme James Stewart, qui joue le rôle de Tom Jeffords. Bon, je ne vous donne pas le nom de Cochise parce que je pense que ça ne vous dira rien. Alors, il est important de noter qu'il s'agit d'un roman historique. Et j'ai bien aimé la remarque que fait l'auteur dans une courte introduction, c'est-à-dire qu'il dit
la gêne qu'il a souvent ressentie en lisant des romans historiques, en ne sachant pas à quel moment s'arrêtait l'histoire et à quel moment commençait le roman. Et il précise donc, je cite, « Je voudrais donc dire à l'intention des lecteurs éprouvant la même gêne que les événements relatés dans ce livre sont entièrement vrais. » Donc c'est une indication qui est précieuse pour les lecteurs que nous sommes. Comme le disait Emmanuel, l'édition sur laquelle nous avons travaillé est celle des éditions du Rocher, qui est une édition récente de 2024. Beaucoup de fautes, je trouve. Pardon pour l'édition du Rocher, mais... Oui. Pardon. Non, mais c'est parce que c'est du français indien. Et Pardon. donc, 487 pages et avec une traduction d'un monsieur qui s'appelle Jean Muret. Alors, il est important également de savoir que ce monsieur Elliot Arnold avait rencontré une jeune fille qui était native d'Arizona et qu'il l'avait suivie dans la ville de Tucson, dont il va être question longuement dans ce roman. Et donc, il s'y est installé à la suite de cette jeune fille. Et c'est ce qui lui a donné envie, ce qui lui a fait découvrir cette région et qui lui a donné envie d'écrire sur la vie des Apaches. Il a fait un travail documentaire considérable. C'est ce qui lui permet d'affirmer que ce qu'il y a dans le livre est parfaitement conforme à la réalité. 2 mots également, parce que c'est dans ce contexte que se déroule le livre, sur les guerres indiennes. Alors les guerres indiennes, c'est l'ensemble des guerres qui ont opposé le gouvernement des États-Unis au peuple nord-amérindien. Ça a quand même duré de 1778 à 1890. On parle des guerres indiennes, mais il n'y a eu aucune guerre officiellement déclarée. Mais l'armée américaine a été constamment en guerre contre ces peuples à partir de 1778. L'ensemble des combats et des massacres qui ont eu lieu entre les États-Unis et les Amérindiens ont fait 19 000 victimes chez les colons et environ 30 000 du côté des peuples amérindiens, hommes, femmes et enfants compris. La population des Amérindiens, qui était estimée, alors la fourchette est un petit peu large, mais on n'avait pas à l'époque les outils de recensement qu'on a actuellement. La population était estimée entre 3,8 et 11 millions et demi à la fin du XVe siècle, et il en restait 250 000 à la fin de cette période, en 1890. Donc une saignée qui a été considérable. C'est une hécatombe qui est sans équivalent dans l'histoire. Alors elle n'est pas due uniquement à la guerre, elle est due également aux épidémies et aux famines qui ont été importées par les colons dans ces régions-là et contre lesquelles les Indiens n'étaient pas prémunis. On peut parler de génocide quasiment, non? Alors, certains ne se sont pas gênés pour parler de génocide. D'autant plus qu'à l'époque, les colons imaginaient civiliser les sauvages peaux-rouges. Oui. Alors, on va peut-être m'accuser d'un anti-américanisme primaire, mais il faut bien constater que les Nord-Américains ont, depuis la naissance de leur État, baigné dans la guerre. Avant même la fin de la guerre d'indépendance qui les a opposés aux Anglais, ils se sont lancés donc dans l'éradication, je crois qu'on peut utiliser ce mot, des populations indiennes. Alors qu'ils achevaient cette éradication, ils ont entamé la guerre de sécession, guerre civile qui opposait le Nord et le Sud. Et je trouve assez savoureux que le prétexte de cette guerre de sécession soit la volonté par le Nord d'abolir l'esclavage au Sud, et dans le même moment, les Américains détruisent les tribus indiennes. Comprenne qui pourra. Alors, ça avait commencé, un petit bémol quand même, ça avait commencé avec les colons espagnols. Oui. Les colons espagnols qui avaient commencé aussi à vouloir civiliser les peuples du Mexique et puis au nord du Mexique, donc dans le futur État d'Arizona. Oui. Ça n'avait pas quand même été à l'époque systématique comme ça l'est devenu à partir de ce moment-là. Hein. Alors, le livre, il est divisé en 5 parties. La première partie, le livre 1, s'appelle Cochise. On peut dire que c'est le héros. En fait, il y a 2 héros dans ce livre. Le premier, probablement, enfin je l'ai compris comme étant le héros principal, c'est Cochise. En 1848, à l'époque où se déroule ce livre-là,
les Apaches Chiricahuas sont au fait de leur puissance et ils dominent une grande partie du sud-ouest américain. Et à leur tête, il y a un chef qui est vénéré, qui est un stratège hors pair, qui est craint, respecté, intelligent, loyal, et il s'appelle Cochise. Alors jusqu'à cette époque-là, les Apaches sont essentiellement en guerre avec les Mexicains et ils voient avec inquiétude arriver les Américains. Cochise dit, je cite, « Beaucoup d'Américains sont venus de la direction où se lève le soleil, puis ils ont donné aux Mexicains du fer jaune, de l'or. Maintenant, toute la terre qui s'étend de la vallée de Gila River jusqu'ici est américaine. Nous vivons dorénavant dans le pays des Américains. » Fin de citation. Donc Cochise se rend compte que ses adversaires traditionnels, les Mexicains, ne sont plus les adversaires principaux, mais que ces Américains qui viennent de l'Est et qui envahissent le pays deviennent des adversaires redoutables parce qu'ils sont courageux, parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils sont bien armés, mieux armés qu'eux. Et donc Cochise va décider de conclure une paix honorable avec les Américains. C'est lui qui prend l'initiative de les rencontrer. Il rencontre un monsieur qui s'appelle Steen et qui pense que les Indiens sont des hommes comme les autres. L'entrevue se passe bien, ils échangent des cadeaux. C'est également dans cette première partie que nous faisons la connaissance du capitaine Thomas Jeffords. Il est sollicité, c'est un monsieur qui est un aventurier. Chercheur d'or. Voilà, mais éclaireur. C'est pas un militaire en fait. Hein. C'est pas un militaire. Il a le grade de capitaine parce qu'il a été sur la marine. Il travaille un peu pour les militaires, mais pour des trucs d'éclaireur ou tout ça. Comme ça. Voilà. Puis je pense que ça donnait une certaine respectabilité d'avoir un grade. Et donc ce monsieur, qui a une bonne connaissance de cette région-là, est sollicité pour créer une ligne de transport de l'Est vers la Californie. Cette ligne doit traverser les territoires Apaches. Et donc, on a besoin de quelqu'un qui connaisse bien la région et les Apaches et qui soit capable d'intervenir pour que les choses se passent bien. Il va y avoir des problèmes des deux côtés, c'est-à-dire du côté des Indiens qui ont l'habitude de se battre, qui n'ont pas l'habitude de rester passifs. Le fait de se voir imposer par Cochise un mode de vie nouveau qui est lié à la paix, ça ne plaît pas à un certain nombre d'entre eux. Et du côté des Américains, parce que avec les fermiers qui, eux, ne sont pas du tout hostiles à la paix, arrivent des voyous de toutes sortes, et ces derniers n'ont que faire de la paix avec les Indiens. Vous parlez de la ville de Tucson, pas mal où... c'est de la région dans laquelle se passe l'histoire. Hein. Et où il y a une haine des Indiens totale. Je pense qu'elle n'est pas limitée à Tucson, mais c'est vrai qu'on nous parle de celle-là. Dans la région de l'Arizona, à côté de Tucson. Voilà. Et on nous dit, une réflexion habituelle dans ces régions-là, on ne peut s'entendre avec des animaux sauvages. Les animaux sauvages, ce sont les Indiens. Dès que quelqu'un voit un Apache, il le tue. C'est aussi simple que cela. Il tire dessus comme si c'était un ours ou un lion des montagnes. Fin de citation. Donc, l'hostilité entre les colons et la bêtise des militaires auront raison de cette brève période de paix. Avec une trahison. Avec surtout la trahison de Bascom. Avec Cochise, dont le frère est assassiné par la traîtrise des Américains. Cochise reprend les armes avec encore plus de détermination, d'autant que sa tribu est accusée à tort du rapt de l'enfant d'un fermier, avec l'incident de l'officier Bascom, qui est inexpérimenté et qui met le feu aux poudres par inexpérience et par bêtise. Donc ça, c'est la guerre de Cochise qui va durer 10 ans. Le livre 2 amène au premier rang le Thomas Jeffords et qui va nouer avec Cochise une amitié extraordinaire et qui va, d'une certaine façon, changer le cours de l'histoire et qui va faire renaître une perspective de paix. Oui. Alors, Jeffords a été approché par l'armée, qui aimerait faire de lui un éclaireur.
au cours d'une mission, il va sauver une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Terry, dont le convoi a été attaqué par les Apaches. Et tout au long du livre, cette jeune fille va tenir une place importante. Elle est amoureuse de Jeffords, qui a de l'affection pour elle, mais qui aimera ailleurs, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si c'est très historique, ça. Oui. Ça, à mon avis, c'est du rajout. C'est probablement la partie du roman. Romancé. Bon. Il nous a dit que tous les personnages étaient des personnages réels. Ouais. Donc, nous partirons du principe que Terry a existé. La belle rousse. Voilà, comment il l'appelle La rouquine. La rouquine. La rouquine. Voilà. À la fin de ce chapitre, les soldats américains attirent un chef indien dans leur camp, lui promettant de le relâcher après les pourparlers. Ils le tuent par traîtrise, ce qui fait dire à Cochise « c'est la fin, personne ne veut la paix ». Troisième livre s'appelle Tucson, qui est le lieu où Jeffords revient régulièrement, le lieu où vit Terry. Et donc, Jeffords revient à Tucson, se voit confier, compte tenu de sa capacité à nouer des relations avec les Indiens, il se voit confier le service du courrier, service qui a été complètement désorganisé par les attaques Apaches. Il n'y a pas un courrier qui revient vivant. Et donc, il prend le risque pour asseoir ce service du courrier, il prend le risque de rencontrer Cochise dans son camp, et les deux hommes se reconnaissent comme étant un peu de la même nature, et il y a une amitié qui naît entre eux. Pendant ces rencontres, Jeffords est invité à assister à ce qui s'appelle une cérémonie de la puberté d'une jeune fille de 18 ans. Je ne sais pas prononcer son nom, Sonriere. Et surtout, Jeffords, on voit, il devient amoureux, enfin pas amoureux, mais il rentre dans la culture indienne de façon assez extraordinaire. Et il aime y aller, et il aime y retourner. Ah oui, oui. Et il est complètement imprégné. Et d'ailleurs, quand il revient à Tucson, il est un peu en décalage, puisque il est devenu indien d'une certaine manière. Ça complique encore plus ses relations avec Terry. Exactement, Ouais. oui. Alors, ce qui complique le plus ses relations avec Terry, c'est qu'il tombe amoureux de cette jeune fille et que finalement, il va l'épouser. Il va obtenir l'autorisation de Cochise d'épouser cette jeune fille. Et donc, effectivement, il se sent de moins en moins à l'aise à Tucson. Il se sent de moins en moins à l'aise avec Terry, qui le sent bien. Et puis, les choses se dégradent, puisque à Tucson, où l'armée s'est installée, l'ambiance devient de plus en plus mauvaise, ce qui fait dire à Jeffords, de toutes les tribus indiennes, celle des Apaches est la seule à ne pas pratiquer le scalp. Ici, ce sont les Américains qui scalpent, parce qu'ils voient un jour un voyou américain qui se promène avec des scalpes d'Indiens accrochés à sa selle. Donc, tandis que Cochise respecte sa parole et ne touche pas au courrier, il ne se prive pas d'attaquer par ailleurs d'autres Américains et même des camps militaires. Et Jeffords va continuer à négocier de façon à obtenir la paix entre les Apaches et les Américains. Ce livre, Tucson, c'est en fait le livre de Jeffords et de son épouse, la jeune femme indienne. Il y a un très long passage sur leur mariage, leur lune de miel, etc., qui est très poétique. On saura que son épouse attend un enfant de lui. Et puis, le chapitre se termine de façon dramatique, puisqu'ils sont pris dans une embuscade dans un canyon, et lui est grièvement blessé, et elle est tuée par balle. Et ça va nous faire passer au quatrième chapitre de ce livre, qui s'appelle « Frères de sang ». Vous vous souvenez que c'est le titre d'origine de l'ouvrage. Et donc Jeffords, après avoir pendant longtemps erré parce qu'il ne réussit pas à se remettre de la mort de son épouse indienne, il va, là encore, on nous raconte le fait que des Indiens sont tués par des voyous américains pendant leur sommeil. Ils tuent 8 hommes et une centaine de femmes et d'enfants. Ce massacre émeut jusqu'au président des États-Unis, qui envoie un émissaire spécial
Et cet émissaire spécial a une personnalité intéressante. Il s'appelle Howard, c'est un général, ouais. voilà, major général. Et il l'envoie pour conclure la paix avec Cochise. Un général en plus très chrétien. Ouais. Alors voilà, c'est très Chrétien intéressant. convaincu, tu avais toujours avec sa Bible à la main. Exactement, exactement. Et c'est probablement comme Cochise, dans son genre, a une certaine piété, même si ce n'est pas une foi catholique. Il est sensible au fait que ce major général qui vient le voir prie. Et donc, je pense que ça leur permet de se faire confiance l'un à l'autre, GeForce étant l'intermédiaire entre les deux. Et un accord va être passé. un accord va être signé entre le général Howard et Cochise. Mais l'accord, c'est quoi? Alors, le problème, c'est que c'est un accord qui est un accord partiel, mal accepté. Et surtout, l'accord, c'est qu'ils aillent dans des réserves, dans des régions limitées. C'est ça, hein. Et puis en plus, on les déplace, quoi. Voilà, et on va les déplacer. Alors, ils vont nommer, c'est ça, si je me souviens bien, hein, vous m'arrêtez, Yannick. Oui. On va nommer Jefford comme l'intendant, on va dire, de ce camp. Oui. Et ça se passe pas très bien avec le gouvernement parce qu'il fait pas du tout les choses comme on lui demande de faire. Il laisse les Indiens assez libres dans leur gestion. Et en représailles, le gouvernement coupe les vivres. Voilà, ne fait pas du tout ce qu'il doit faire en principe, c'est-à-dire amener des nourritures, des vêtements, etc. D'autant plus que c'est un peuple de chasseurs-cueilleurs qui devient sédentaire et dans des zones qui sont assez hostiles par rapport à leur mode de vie. Non seulement sédentaire, mais sédentaire dans des zones marécageuses et malsaines, si bien qu'il y a de parties importantes de la population qui meurent. C'est là où Cochise garde sa loyauté jusqu'au bout parce qu'il ne va jamais se rebeller en fait. Voilà. Il a donné sa parole et comme c'est un homme d'honneur jusqu'au bout, il va rester malheureusement dans ces endroits, même s'il y a certains de ses collègues Apaches, si je puis dire, qui vont Alors, il y a une s'enfuir, partie qui fait sécession avec le fameux Geronimo qui s'en vont. Lui, effectivement, reste, ce qui désole GeForce, et les Américains ne tiennent pas les engagements qu'ils ont pris. Et ça nous permet d'arriver à la 5e et dernière partie du livre. Donc les Apaches se morfondent dans leur réserve malsaine. L'administration n'envoie ni les vivres ni les vêtements qu'elle avait promis d'envoyer. Et les Indiens disent qu'ils ont l'impression d'être traités comme des femmes. Cochise dit « Nous avons appris à vivre violemment et à mourir violemment. Aujourd'hui, on veut nous dresser. On nous traite comme des femmes. » Bon, c'est pas gentil pour des femmes, mais on comprend ce qu'ils veulent dire. En plus, la presse, qui déjà à l'époque et à cet endroit-là joue le rôle malsain qu'on connaît, la presse reproche aux Indiens leur passivité. Après leur avoir reproché leur agressivité et d'être à l'origine des guerres, elle leur reproche aujourd'hui leur passivité, les accuse d'exactions qu'ils n'ont pas commises. Et donc, les inspecteurs qui sont envoyés par les Américains font systématiquement des rapports qui sont défavorables aux Indiens et mensongers. Finalement, Cochise meurt. Il faut dire qu'il s'était assez usé la santé, non seulement par le type de vie qu'il menait, mais par des excès de boissons, etc., que la situation dans laquelle on l'a mis n'ont sûrement pas arrangé. Peu après, les Américains envoient les Indiens dans une autre réserve qui est moins insalubre, mais qui est aussi déshéritée, qui est celle de San Carlos. Et là, le problème, c'est qu'ils retrouvent d'autres tribus avec lesquelles ils ne s'entendent pas du tout. Ouais. Donc, commence à ce moment-là une nouvelle guerre entre les Indiens et les Américains qui durera pendant 12 ans. Et GeForce meurt en 1914. Donc en fait, tout ce livre, c'est le récit de la conquête de l'Ouest par les Américains qui veulent éradiquer les populations indiennes pour ne pas avoir d'obstacles, alors qu'ils auraient pu ne pas avoir d'obstacles en concluant, comme ça s'est fait à certains moments, la paix avec les Apaches, mais visiblement ça ne les intéressait pas. Donc éradiquer les populations indiennes, et avec deux personnes, un Américain, GeForce, et un Indien, Cochise, qui
se retrouvent avec un certain nombre de points communs, moraux, presque spirituels, qui leur permettent d'envisager de faire la paix, mais qui sont déconsidérés et qui sont désavoués, Cochise par une partie des populations indiennes et GeForce par une partie des populations américaines. En résumé, c'est un livre roman plus que historique ou vraiment un roman historique? Moi, je dirais que c'est plutôt un roman historique. Alors, même si, comme vous le disiez, Catherine, il y a des personnages comme Terry, bien sûr, c'est pas grave. dont on n'est pas sûr qu'elle ait vraiment existé. C'est pas le principal du tout. Voilà, c'est pas une... Mais par contre... Ça compte quand même par rapport à la personnalité de GeForce, puisqu'il est un peu tiraillé. C'est un peu deux civilisations, quoi. Bon, mais avant tout, le livre, il a été défini comme ça. C'était vraiment un plaidoyer pour la cause indienne. Hein. C'était un des premiers, d'ailleurs. Et le film qui en a été tiré est réputé être un des premiers films à avoir défendu la cause indienne. C'est ça. John Wayne s'y mettra, mais plus tard. Et je croyais qu'il n'aimait pas les films. J'ai cru lire ça à la fin, mais j'ai peut-être mal lu. Qu'il n'aimait pas trop les films. Elliot Arnold, pas Elliot Arnold, mais si, Elliot Arnold. Il n'aimait pas trop les films qui avaient été tirés. Alors moi, j'ai été emportée. Déjà, les Indiens, c'est assez mythique. Oui, mais absolument. Et on l'imagine tellement. Et puis ce chef... Puis c'est aussi une amitié extraordinaire entre deux personnes de civilisations complètement différentes qui arrivent à se rencontrer, je pense, spirituellement aussi. Complètement. La scène avec le général Howard, pour moi, est impressionnante. Ah oui. Parce que c'est bien écrit. Il y a une dimension, effectivement, qui est au-delà de simplement de la rencontre de deux chefs de guerre, quoi. Oui. Puis par rapport à l'Indien... traditionnel qui passe son temps à envoyer des flèches, si possible empoisonnées, et à tuer par traîtrise tout le monde, là, on a le spectacle d'Indiens qui sont... C'est pas ça. Cochise, il dit quelque chose et il fait... quoi qu'il arrive, il respecte la parole qu'il a donnée. Après, je ne sais pas si tous les Indiens étaient comme ça, mais là, c'est ce personnage-là. Les gens le suivent, dans tous les cas. Les Indiens le suivent. Hein. Je dirais que les cow-boys et les Indiens auraient pu se mettre d'accord sur le dos des Mexicains. Parce que c'est les Mexicains qui en prennent quand même beaucoup plus. Oui. Ils ne sont pas très sympas, d'ailleurs. Moi, j'ai un peu regardé. Peut-être que les chiffres ne sont pas bons, parce que Internet, ce n'est pas toujours fiable, mais j'ai vu qu'il y avait encore 326 réserves indiennes aux États-Unis. Donc, c'est énorme. Qui a un bureau des affaires indiennes, toujours, qui dépend du département de l'Intérieur, et qui a eu récemment, il y a eu notamment sous la présidence d'Obama, on a réglé aux Indiens une somme de, alors attendez que je recherche, de 2,61 milliards pour clore un litige qui existait entre les Indiens et le gouvernement, parce qu'en fait, le gouvernement exploitait toutes les richesses de leurs terres, mais les Indiens, ils n'en voyaient pas la couleur. Donc il y a eu un accord qui a été fait, et pour leur permettre aux Indiens qui le voulaient de racheter des terres pour se retrouver chez eux. Parce qu'en fait, ils ne sont pas propriétaires de leur terre. De leur terre. De leurs réserves. Et qui restent encore... Alors, d'après ce qu'ils disent, il y aurait 700 000 encore Indiens. Amérindiens. Ouais. Et encore 80 tribus, ça me paraît énorme. Oui, mais ils en citent pas mal. Ils ont été un peu noyés maintenant dans la masse. Puis je pense qu'ils sont un peu mélangés. Puis ils sont perdus. Mais là, je suis en train... pardon, j'ai peut-être pas le temps, mais je suis en train de lire un petit livre sur les Inuits. C'est exactement pareil. Oui. Ils sont aussi, c'est pas des réserves, mais ils sont parqués dans des endroits, ils perdent complètement leur civilisation. Ils boivent, ils se droguent. Et je crois que c'est un peu le cas des Indiens actuellement. Enfin, pas tous, mais je crois que ça a été un bon perdus. Moyen pour achever l'éradication. Ça a été de les abreuver abondamment. Voilà. Oui. On a essayé de les... Puis de leur livrer des armes qu'ils n'avaient pas au départ. Oui. Aussi, ils ont appris à se servir des bâtons à feu. Il y a eu une période d'évangélisation aussi avec les Quakers, je crois, mais bon, ils ont vu que ça ne marchait pas. Donc, ils ont arrêté. Enfin, c'est terrible. C'est effectivement... Ça nous rappelle Jean Raspail qu'on a évoqué dans une émission précédente. Qui était à la recherche de ces peuples perdus. Oui. Et puis les Américains ont continué cette politique un peu partout dans le monde. Hein. Ils continuent d'ailleurs toujours. Oui. C'est vraiment dans leur gène. C'est ça. Et donc, on recommande ce livre parce qu'il se lit très facilement. C'est un très bon roman historique. Oui.
On apprend plein de choses. Une histoire romanesque Voilà, extraordinaire. il y a énormément d'émotions. Ouais. Il y a des belles scènes, la mort du compagnon de Jeffords, quand ils sont tous les deux là-dedans. Puis il y a l'amour du désert, l'amour des montagnes et du désert, qui est partagé d'ailleurs par Jeffords et Terry. Oui. Et puis par Cochise qui vit, c'est un peuple de montagnards finalement. Oui. Franchement, c'est leur pays. Très bon C'est leur livre. pays. Oui. Donc on ne peut que le conseiller pour ceux qui ont... Tout à fait. C'est deux genres différents, les deux livres dont nous avons parlé. Et même si on a passé l'âge de jouer aux cow-boys et aux Indiens. Alors, en attendant une petite pause musicale, avant de retrouver notre libraire du mois et sa sélection, on a choisi Apache par le groupe The Shadows, une composition de musique western rock instrumentale inspirée du western éponyme de 1954, celui-là. Souvenir. Et maintenant, il est l'heure de passer la parole à Céline Vielle, gérante de la librairie Quelle Histoire à Évron, qui nous fait part de ses coups de cœur. Voilà, je suis avec Céline à la librairie Quelle Histoire, rue La Fontaine à Évron, qui est d'ailleurs très agréable. Et Céline va nous dire quels sont ses coups de cœur et conseils de lecture. Très bien. Alors, pour en présenter quelques-uns, moi je démarrais déjà par le Camera Obscura. Donc, c'est un premier roman de Gwenaëlle Lenoir, qui est paru en début d'année 2024. C'est un premier roman, comme je l'ai dit, Gwenaëlle Lenoir, donc, qui est elle, en fait, journaliste. Et en fait, elle va prêter sa plume là à un destin particulier, cet homme qui est en fait photographe dans un hôpital militaire. Donc on ne sait pas à quelle époque vraiment on se situe, ni dans quel lieu, mais voilà, on va petit à petit avoir des éléments. Et cet homme se rend compte que on lui apporte de plus en plus de cadavres.
et que l'analyse en fait médicale ne reflète pas en fait les marques portées au corps. Voilà, et donc en fait petit à petit, voilà, il va soupçonner effectivement qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ça, qui est caché. Mais par contre, voilà, il vit forcément sous un régime où on ne doit rien dire. Et vous avez en trame de fond tout au long du roman, effectivement, lui se dit que voilà, il faut ne rien changer à ses habitudes, ne rien laisser paraître. Auquel cas, voilà, ça pourrait retomber sur sa famille, ses enfants et sa femme. Mais c'est très très bien écrit, c'est haletant et ça se lit par courts chapitres. Donc on a tout le temps envie d'aller voilà, connaître la suite. Et pour moi, c'est mon coup de cœur 2024. Ah, c'est bien. Voilà. Donc vous avez ça. Après, si on veut rester un peu sur un parallèle... j'ai lu dernièrement donc aussi, donc c'est également une journaliste. Là on est avec Stéphanie Pérez pour La ballerine de Kiev aux éditions Rocamier. Donc là c'est une histoire d'amour. Donc un danseur et une danseuse étoile. Alors là on est sur un conflit qui est nommé, hein, c'est le conflit russo-ukrainien. Donc vraiment là un conflit contemporain. Oui, d'actualité, oui. Voilà, tout à fait. Mais je trouve, alors c'est comme, voilà, c'est aussi une journaliste, c'est très bien documenté. Et en fait, on démarre cette histoire avec ces danseurs qui donc dansent, mais sans le savoir, pour la dernière fois à l'Opéra de Kiev. Et le lendemain, ça y est, c'est les bombardements. C'est février 22. Et en fait, c'est vraiment, je trouve... on se met vraiment bien à la place de ces deux personnages, à savoir que voilà, tout est bouleversé en quelques heures. Et après, la question se pose pour eux de dire ça y est, on n'a plus d'avenir, on n'a plus de passé, tout est rayé de la carte. Mais est-ce qu'on choisit de partir et d'abandonner notre pays qui voilà, serait rapidement pris aux mains de la Russie, ou au contraire, est-ce qu'on se sacrifie et est-ce qu'on sait qu'on peut y laisser sa vie voilà, donc ça c'est vraiment bouleversant et c'est une lecture que je conseille également. Ah oui, ça donne envie en tout cas. Voilà. Donc ça c'est pour la littérature adulte. Après, il y a eu des prix qui ont été décernés. Moi je sais que j'aime aussi beaucoup Sandrine Colette, qui a été récompensée là, avec le prix des lycéens pour Madeleine avant l'aube, et que j'avais découverte moi par son précédent livre On était des loups. Donc voilà, pareil, une écriture voilà, qu'on reconnaît, hein, c'est une autrice vraiment à une écriture singulière, et là Madeleine effectivement avant l'aube, c'est pareil, un livre où on ne se situe pas ni dans le temps ni dans le lieu, et on va découvrir cette petite fille qui en fait on sait d'emblée qu'elle va venir bouleverser l'équilibre des choses, et c'est juste formidable également. Voilà. Ah, c'est vrai que ça donne envie tout ça. Et je sais pas, il y a peut-être un autre livre dont vous vouliez parler. Le dernier, éventuellement, Valérie Perrin, c'est pareil, c'est une autrice que j'adore. Hein. Alors elle a écrit, ça c'est son 4e roman. C'est vrai qu'elle écrit tellement bien qu'on attend en général avec impatience le dernier. Et là, donc on a aussi bien un pavé, donc ça nous permet de bien apprécier quand même la lecture. Mais voilà, encore un style à elle, une construction encore là aussi magnifique. Donc encore un Valérie Perrin, voilà, que je conseille également, qui reste dans ce qu'elle peut faire de mieux, quoi. Et en BD, vous avez peut-être des nouveautés ou des choses que vous conseilleriez? Ouais, alors moi c'est vrai que j'ai toujours j'ai une fibre un peu quand même. J'aime bien que la lecture m'apporte une richesse autant historique que contemporaine. Donc il y a 2 BD que j'ai lues dernièrement. Donc la dernière de John Sfar, Nous vivrons. Voilà. Alors c'est très bien, pareil, documenté. C'est même, moi je sais, pour pas être forcément liée à cette religion, j'ai des failles, mais voilà, ça permet quand même de s'éclaircir. C'est quelle religion alors dont il est question? Du coup, les Juifs, d'accord. Juifs, hein, voilà, c'est ça. Ouais. Donc nous vivrons sur le conflit, voilà, qui est apparu et
depuis le 7 octobre et puis toutes les répercussions que ça peut avoir sur les Juifs en France, etc. Enfin, c'est vrai qu'on est vraiment bien éclairé en fait sur la problématique existante. D'accord. Ouais. Et puis en BD autrement, je sais que j'ai parcouru aussi la dernière de Luz, de filles nues, pardon. Donc là, oui, pareil, là c'est le côté historique. Le conflit, là aussi, les répercussions aussi sur les Juifs de cette époque-là. Et puis par rapport aussi à l'art, en fait, tout l'art qui a été finalement pour ces artistes un peu novateurs, on les a considérés comme de l'art qui était totalement déglingué, qui devait en fait totalement disparaître des musées de l'époque. Ah oui, voilà. D'accord. C'est ça, ouais. Voilà. Et on va peut-être passer aux enfants ou adolescents, parce que quelquefois on se pose des questions, de savoir, il y a des nouvelles collections, je crois, des choses, ou pas nouvelles d'ailleurs, mais... Ouais, alors c'est pas forcément nouveau. On a une nouvelle une édition un peu collector de l'année de grâce. Donc là on est sur de la littérature jeunesse adolescente à partir de 14 ans. Donc c'est un texte à redécouvrir parce que franchement c'est une dystopie féministe qui comment vous dire, on va suivre une jeune fille et pareil son questionnement sur comment est organisée la société très patriarcale et en fait elle-même elle va finalement réussir à comment dire se rebeller entre guillemets et puis proposer un autre schéma à toutes les autres demoiselles de son époque et de son village. Ouais, tout D'accord. à fait. Bon, plein de trésors. ouais. Que de choses, oui. Et puis en jeunesse, il y en a un qui est particulièrement joli, c'est le Ensemble. Donc là, on est sur un album jeunesse. Ensemble, chez La Martinière Jeunesse. Et là, c'est vraiment très très beau. Très... c'est édulcoré. C'est joli. Et en fait, on a toujours un système de double page qui se répondent. Seul, on a des secrets. Et ensemble, on a des souvenirs. Donc plein de choses comme ça, c'est très poétique, c'est vraiment très très chouette. Donc ça, c'est une lecture aussi à partager avec le plus grand nombre. Ah écoutez, merci. Avec tout ça, je pense qu'on a plein de choses à découvrir. Et voilà, merci à vous. Et on reviendra vous voir une autre fois. Ok, au plaisir, merci. Au revoir. En attendant de nous retrouver l'année prochaine pour la 5e édition de Des mots pour le lire, nous vous souhaitons une joyeuse et sainte fête de Noël et de belles fêtes de fin d'année. À Catherine et à Yannick en premier. Et à vous aussi, chers auditeurs. Voilà, au revoir Catherine.